Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition de Direct où on va passer en revue les travaux de la COP27 qui s'est déroulée dans la station balnéaire égyptienne de Sharm el-Sheikh du 6 au 19 novembre. C'était prévu jusqu'au 18 novembre et avec beaucoup d'efforts qui ont été déployés par la diplomatie égyptienne, on a pu reporter la clôture de cette conférence pour une journée afin de réaliser une chose très, très importante. Il s'agit de notre premier sujet dont on va discuter avec notre invité, Amr Zoheri, vous êtes journaliste. Bonsoir. Bonsoir. Alors voilà, comme je viens de dire, il s'agit d'un événement très important qui a obligé notre ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, à retarder la clôture de la COP27 pour une journée. La conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP27, s'est clôturée sur un accord décisif visant à fournir un financement des pertes et préjudices aux pays vulnérables durement touchés par les catastrophes climatiques. Dans un contexte géopolitique difficile, la COP27 a permis aux pays de prendre un ensemble de décisions qui réaffirment leur engagement à limiter l'augmentation de la température mondiale à 1,5 degré au-dessus des niveaux pré-industriel. Cet ensemble de décisions a également renforcé les mesures prises par les pays pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et s'adapter aux conséquences inévitables des changements climatiques. Salih Hamed et Rachoucha nous donnent les détails. La conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP27, s'est clôturée samedi sur un accord décisif visant à fournir un financement des pertes et préjudices aux pays vulnérables durement touchés par les catastrophes climatiques. La création d'un fonds spécifique pour les pertes et préjudices a marqué un point d'avancée important, la question ayant été ajoutée à l'ordre du jour officiel et adoptée pour la première fois lors de la COP27. Les gouvernements ont pris la décision novatrice de mettre en place de nouveaux mécanismes de financement, ainsi qu'un fonds spécifique pour aider les pays en développement à faire face aux pertes et préjudices. Ils ont également convenu de créer un comité de transition chargé de formuler des recommandations sur la manière de rendre opérationnels les nouveaux mécanismes de financement et le fonds lors de la COP28 de l'année prochaine. La première réunion du comité transitoire devrait avoir lieu avant la fin du mois de mars 2023. Les parties ont également convenu des dispositions institutionnelles pour rendre opérationnel le réseau de Santiago pour les pertes et dommages afin de catalyser l'assistance technique aux pays en développement qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes du changement climatique. La COP27 a vu des progrès significatifs en matière d'adaptation, les gouvernements s'accordant sur la manière de faire avancer l'objectif mondial par l'adaptation qui sera conclu lors de la COP28 et alimentera le premier bilan mondial, améliorant la résilience des plus vulnérables. De nouvelles promesses de dons d'un montant total de plus de 230 millions de dollars ont été faites au fonds d'adaptation lors de la COP27. Ces promesses aideront beaucoup plus de communautés vulnérables à s'adapter au changement climatique grâce à des solutions d'adaptation concrètes. Le président de la COP27, Sameh Shoukry, a annoncé le programme d'adaptation de Sharm el-Sheikh qui renforce la résilience des personnes vivant dans les communautés les plus vulnérables au climat d'ici 2030. La décision de couverture, connue sous le nom de plan de mise en œuvre de Sharm el-Sheikh, souligne que la transformation mondiale vers une économie à faible émission de carbone devrait nécessiter des investissements d'au moins 4 à 6 billions de dollars par an. Lors de la COP27, les délibérations se sont poursuivies sur la fixation d'un nouvel objectif collectif chiffré sur le financement du climat en 2024, en tenant compte des besoins et des priorités des pays en développement. Monsieur Amr Zoheri, je rappelle que vous êtes chercheur et journaliste. Là, on a été surpris par le report de la clôture de la COP27 qui était censée se terminer vers le 18 et puis on a travaillé aussi le 19. Quelle est la raison? Vous voyez bien que la prolongation des COP, ça devient peut-être des négociations du dernier jour
pour en avoir un communiqué final, puis des décisions tangibles qui sont le fruit d'un accord entre les pays en question, négociant sur ce COP. C'était retardé également d'une journée, si vous vous souviendrez bien, à Glasgow. Également, c'est pour la deuxième fois consécutive un retard qui n'était pas prévu, mais était très bénéfique pour l'ensemble de la conférence et réussi à mettre pour la première fois, et c'était désespéré en quelque sorte, d'avoir ce fonds qui permet un mécanisme pour les pertes et les préjudices faits au climat, un mécanisme clair, donc avec un cadre qui pourrait être respecté par l'ensemble des nations de la communauté internationale. Cela était désespéré, donc c'est une avancée assez remarquable et quelque chose de très positif. Et peut-être c'est grâce que cette conférence a eu lieu en Égypte que cet accord a été final pour créer ce mécanisme a été adopté. En ce qui concerne, beaucoup d'autres questions ont été reléguées, par exemple au niveau de fixation de limites. Donc on maintient toujours la norme de 1 à 1,5 degrés pour avoir de réduction de température. Pour faire face au réchauffement. Ce n'était pas augmenté, mais l'essentiel, c'est d'avoir un mécanisme de continuité après. Donc, si elle n'était pas, cette question, elle n'était pas en première ligne dans cette conférence, cela ne veut pas dire qu'elle est négligée ou que les pays doivent laisser tomber les objectifs qu'ils ont déjà fixés et essayer de les améliorer en ajoutant plus de l'énergie renouvelable pour remplacer l'énergie fossile à tout niveau. Est-ce qu'on peut dire que la COP27 a réussi à donner le droit aux pays les plus vulnérables, qui ont été les plus touchés par les changements climatiques à cause des grands pays industriels qui ont causé la pollution? Est-ce que... Sans doute, c'est un mécanisme, c'est ce qui est le génie de cet accord de dernier jour, ce qui a permis à la fois d'avoir une sorte de légitimité constitutionnelle ou institutionnelle ou même étatique des pays du monde développé et sans doute une acceptation de ce fait qui est lié à cette industrie qui n'était pas fruit d'un siècle ou deux, peut-être deux. C'est également dans la continuité de la colonisation. Donc, à un moment donné, les pays développés, ils disaient il n'y a pas question qu'on adopte cela, etc. Mais aujourd'hui, les pays qui polluent le plus sont la Chine, l'Inde et d'autres pays également du Sud où ils sont considérés des tiers-monde et n'ont pas souffert de la colonisation. Et aujourd'hui, il y a une alerte qui est donnée, par exemple, de ce qui s'est passé au Pakistan. Donc il faut réagir et réagir vite parce qu'il y a des priorités pour l'humanité. Également la question de la déforestation. Il faut continuer. Donc la désertification. Oui, et la désertification d'un autre côté. Donc ce fonds était nécessaire et impératif pour
une réussite dans le futur. Est-ce que les pays industrialisés et les pays développés vont respecter vraiment deux pays dans J'espère bien, mais dans ce COP-là, il a été créé le cadre, donc j'ai dit qu'il est étatique, et également avec l'aide de la société civile. Donc il y a une sorte d'une réponse à tout ce qui était. Mais après, il faut. Oui, un engagement direct et institutionnel. Donc ce serait cela. Mais comment quantifier les dommages? Ou comment faire. Comment dire, évaluer, oui, et quantifier cela, parce que la déforestation et la désertification de l'Afrique, par exemple, et l'extinction de pas nombre d'animaux, c'est la cause et c'est pas un phénomène, c'est des phénomènes qui ne se sont pas produits sur une décennie ou une vingtaine d'années. C'est quelque chose qui a duré des siècles et malheureusement ça continue à des endroits ou d'un autre dans la planète. Donc de cela, l'idée de ce qui est la voix haute et méritée des peuples autochtones dans cette COP ou celles qui vont suivre, c'est quelque chose de très important parce que c'est ceux qui ont détruit ou sont en train de détruire l'Amazonie d'une façon qu'elle, pour la première fois, dégage du CO2 plus qu'elle produise. Cela, c'est un phénomène qui est dont les coupables sont tout ce qu'ils ont produit ou tout ce qu'ils ont permis ou tout ce qu'ils ont profité du monde industriel depuis l'aube de l'industrialisation. Ouais. Ma question c'est, je vais faire une comparaison parce qu'à Glasgow, l'année dernière, il y a eu la promesse de donner, de donner 100 milliards de dollars pour les pays en développement. Et c'est une promesse qui n'a jamais été... c'est ça, et c'est depuis l'accord de Paris. Exactement, c'est la création de ce fonds. Parce que ce fonds et ce mécanisme... C'est cela qui mettra les pays face à leurs responsabilités. Donc, sans ce mécanisme, cet engagement qui est 100 milliards de dollars par année, pendant jusqu'à 2030 et après ainsi de suite, il y aurait une révision d'après les résultats, etc. Donc tout cela ne pourrait fonctionner qu'avec un cadre bien clair et avec un accord qui est le fruit d'une entente de tous les continents. Ouais. À part ça, il y a une décision, une promesse de la part, par exemple, du président américain de faire une donation pour l'Égypte déjà, pour la transformation. Oui, cela concerne l'Égypte et l'Allemagne. On concerne également l'hydrogène vert, etc. et l'évolution dans la production de nouveaux types d'énergie. Cela est sans doute important, mais les 100 milliards, elle était promise à l'ensemble de l'humanité. Oui. Donc le Pakistan, le Nigeria, l'Amazonie, les Cherokees, tout l'ensemble de l'humanité dans les quatre coins du monde, ils devraient être impliqués. Et pour pouvoir, comment dire, on ne peut pas dire réparer les fautes du passé, mais faire en sorte que ce soit une réussite et avec le temps, cette histoire tragique de l'humanité soit oubliée pour que les 8 milliards d'habitants sur Terre aujourd'hui puissent vivre sans l'extension du genre humain.
On peut dire à la fin que la prolongation d'une journée à Sharm el-Sheikh de la COP27 est une réussite pour est une la réussite diplomatie bénéfique égyptienne. en dépit que ça a relégué d'autres questions relativement. Ouais. Elle était relativement Je reste reléguée. toujours avec la COP27, mais cette fois-ci c'est concernant une collaboration ou bien coopération entre l'Union européenne et l'Égypte. Lors de cette COP27 à Sharm el-Sheikh, l'Union européenne et l'Égypte ont franchi une nouvelle étape pour renforcer leur coopération à long terme sur la transition énergétique en établissant un partenariat stratégique sur l'hydrogène renouvelable et en préparant le terrain pour une transition énergétique juste en Égypte. Salut Hamed et Yara Choucha. La Commission européenne, représentée par le vice-président exécutif Timmermans et le commissaire Simpson, a signé un protocole d'accord bilatéral sur un partenariat stratégique sur l'hydrogène renouvelable avec le ministère égyptien du pétrole et le ministère égyptien de l'électricité et des énergies renouvelables. Ils ont également signé une déclaration conjointe avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la BERD, et le ministère égyptien de la coopération internationale, annonçant la contribution de la Commission à hauteur de 35 millions d'euros à l'appui de l'initiative égyptienne pour la richesse énergétique. Le protocole d'accord servira de cadre pour soutenir les conditions à long terme pour le développement d'une industrie et d'un commerce de l'hydrogène renouvelable dans l'Union européenne et l'Égypte, y compris les infrastructures et le financement. Il soutiendra l'ambition de l'Union européenne d'atteindre 20 millions de tonnes de consommation d'hydrogène renouvelable en 2030 et contribuera ainsi à réduire la dépendance aux énergies fossiles russes. Le protocole d'accord facilitera également les investissements dans les énergies renouvelables et stimulera le processus de décarbonisation en Égypte. Plus largement, il va contribuer à la mise en place de normes de sécurité et d'environnement harmonisés pour un marché mondial de solutions à base d'hydrogène. Sa mise en œuvre sera dirigée par un groupe de coordination Union européenne-Égypte avec un forum d'affaires comprenant des représentants de l'industrie, des régulateurs, des institutions financières et des experts. Par ailleurs, le ministère de la Coopération internationale a annoncé la signature de 9 accords de coopération avec l'Allemagne d'une valeur de 160 millions d'euros, portant sur le développement de plusieurs secteurs, notamment l'enseignement technique et les infrastructures. Cher Amr Zoheri, je rappelle que vous êtes journaliste et chercheur là. On a commencé par une contribution de la part de Joe Biden des États-Unis pour financer des projets d'énergie renouvelable en Égypte et cette fois-ci c'est l'Europe. Alors comment vous voyez la coopération dans ce domaine entre l'Égypte et l'Occident? Je vois, même si vous vous souvenez bien, M. Biden il a cité l'Allemagne dans cet accord. Quand il annonçait le don pour l'Égypte de 500 millions de dollars. Donc ça pourrait se faire dans un cadre européen également parce que c'est très important que donc la participation des pays qui ont avec la production de masse et de l'industrialisation avec un mécanisme de comment dire géré ou guidé par l'économie de marché, donc reconnaît leur tort contre l'humanité et également faire le meilleur pour trouver des solutions pour les pays de l'ensemble de l'humanité de sortir de tout ce qui est fossile. Sans doute, il y a donc le charbon, le gaz et le fuel, le pétrole, etc. Donc, mais sans doute, il y a des moments dans l'histoire qu'il faut avoir des moments transitoires et de transition. Et également au moment où il y a de nouvelles idées qui doivent être renouvelées.
Le Qatar, par exemple, à titre d'exemple, qui organise en ce moment la Coupe du Monde, ils ont fait des pas et des chemins dans ce qui est l'hydrogène vert, même bleu également, et donc tout cela avec les liens, la culture de vent, etc., pour produire de l'électricité, et le photovoltaïque avec l'énergie solaire pourrait être des pistes qui aideraient au développement de l'Afrique. Ces projets devraient être sur un plan dans le temps long, avec une réussite, un bilan d'évaluation qui gère en condition de réussite ou d'échec de chaque projet. Mais en ce qui concerne la pénurie d'énergie en Europe, et donc ils ont une nécessité à trouver de nouvelles sources d'énergie. Donc c'est dans leur profit de financer le projet égyptien de la production d'énergie. Et c'est très fructif, et ça devrait donner des résultats tangibles à l'horizon de 2024, 2025 et 27, et même ça devrait être réévalué vers 2030. Mais c'est des projets d'avenir qui devraient débuter dans plusieurs années, donc il faut avoir les fonds, etc. Et également, si on compte de cela 150 millions, il en reste 350 d'autres de la communauté européenne et des États-Unis, et sans doute il y aura d'autres. Malheureusement, par exemple, ce qui était reproché à ce COP, la présence de lobbyistes pour l'énergie fossile, ou des grandes entreprises de l'énergie fossile. Mais cela n'empêche à rien que ces grandes entreprises fassent leur devoir de responsabilité sociale envers la planète, parce que s'ils ne continuent pas à financer ce genre de projet, avec l'intention, comme l'a fait l'Allemagne, par exemple, au niveau de ces centraux nucléaires, par exemple, ou l'idée d'en finir avec le nucléaire dans certaines années, comme d'autres types d'énergie fossile, pour guider l'humanité. Et je suis confiant qu'avec un fort investissement dans les recherches et développement, et ces entreprises seront capables de changer de faire de lance ou de cheval de bataille, et faire évoluer l'humanité entière dans un cadre d'énergie renouvelable qui pourrait donner une continuité à l'humanité, et cela pourrait également serait le prochain produit phare de ces genres d'entreprises, etc. Donc l'idée, il faut éviter cette guerre entre les entreprises qui ont le bénéfice, ou qui tiendraient bénéfice de maintenir les énergies fossiles, et d'autres qui sont dans le cadre d'une lecture assez écologique et responsable du monde. Donc il faut éviter cette confrontation, et essayer d'avoir une unification de vision, d'une sorte d'avoir un équilibre entre les deux. D'ailleurs, c'est pas ça, c'est presque ça l'initiative de John Kerry quand il a proposé que les grandes entreprises occidentales achètent les entreprises des pays sous-développés, ou bien en développement, pour qu'ils le transforment en
énergie. Mais, monsieur Oui. Kerry, il est bien le fils du système américain qui est basé sur le checks and balance, donc la révision en permanence de l'équilibre, comment dire, de refuser le monopole, etc. Donc il y a un cadre juridique qui pourrait faire cela. Je suis complètement et entièrement d'accord avec M. Kerry dans ce point, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il faut pas, ou il faut également créer un mécanisme pour gérer les abus et les arrêter, parce que c'est vraiment un cri d'alarme qui est qu'on ne peut pas négliger aujourd'hui. Donc, ce type d'entreprise devrait éviter de le jouer perso pour le bien de l'intérêt de ses actionnaires ou d'autres, mais en fonction de ce qui serait bénéfique pour l'ensemble de l'humanité. Parfait. Pourtant, M. Kerry a reconnu que la somme dédiée aux pays africains n'était pas à la hauteur de cette mission, quand même. Sans doute, parce qu'à travers les siècles, les pays d'Afrique... Si je ne me trompe pas, c'est 150 millions. Sans doute. Et de plus, aujourd'hui, même avec la plus forte exploitation de l'énergie fossile de l'Afrique, en Afrique, ça ne dépassera jamais les 6%, ou même, et c'était chiffré par le président de la Banque africaine à 0,0, etc. Donc c'est minime par rapport à ce que dégage à ce niveau les États-Unis, la Chine et l'Inde, et l'Inde également, et l'Europe sans doute, la communauté européenne. Mais on ne peut pas traiter à pieds égaux des pays qui ont été des pays en développement il y a quelques décennies, comme l'Inde ou la Chine, et les pays qui continuent à avoir une production de masse depuis un siècle, 2 et 3, etc., si on revient dans l'histoire. Donc c'est cela, il faut trouver une balance, que les dommages soient à la hauteur des préjudices. Donc, et un mécanisme d'engagement avec résultat. Et de mettre en priorité, à côté du volet écologique qui est très important et bénéfique pour l'humanité, de gérer les dossiers politiques qui sont en retard depuis le siècle dernier, de plus les guerres qui commencent à s'éclater d'un coin à d'un autre, donc gérer le politique et mettre tout le monde en accord sur la nécessité de travailler ensemble et en amont pour protéger la planète, parce qu'il n'y aurait pas de nôtre. Et surtout les contributions et la coopération entre les pays industrialisés, les grands pays, y compris la Chine bien sûr, et l'Inde, avec le continent africain. Oui. Et cela a commencé dans de nombreux pays. Donc les Chinois, ils ne refusent pas, je pense, de coopérer, mais n'ont pas à la même hauteur de pays industrialisés depuis des siècles. Donc ce qu'ils mettent en avant, c'est que les endommagements soient à la hauteur des dommages causés. Donc, l'idée de pollueur-payeur, elle n'est pas ancienne, elle était dans les discussions des conférences de climat depuis des années, et c'est pour la première fois que ça soit mis en valeur, et avec la création de ce fonds dans lequel toute discussion entre pays membres et entre pays participants dans cette initiative peuvent dialoguer et trouver des consensus pour trouver des accords faisables et qu'ils soient réalisés au fin de compte, parce que les mots sont faciles à dire et les engagements faciles à prendre, mais malheureusement
peut-être difficile à réaliser. À exécuter. Ouais, exact. Bon, on passe à notre troisième point. C'est concernant le président désigné de la COP27 et ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a déclaré que la création d'un fonds pour les pertes et les dommages afin d'aider les nations vulnérables à faire face aux catastrophes climatiques est une réalisation historique qui vient couronner 27 ans de négociations. Il s'agit d'une réalisation historique après 27 ans de discussion sur la question, a déclaré le président de la COP27, Sameh Shoukry, lors d'une conférence de presse dimanche matin, quelques heures seulement après la conclusion de l'accord âprement disputé. Il a déclaré que l'accord est l'incarnation du slogan de la conférence, Ensemble pour la mise en œuvre, notant que l'Égypte, en tant que président des pourparlers cette année, continuera à faire avancer l'action climatique. L'épineuse question des pertes et des dommages avait dominé les négociations. Il a déclaré que la présidence égyptienne a facilité la participation de toutes les parties à des réunions au cours des 48 heures passées. L'objectif, a noté M. Shoukry, était de parvenir à une convergence qui répond aux exigences minimales des délégations. Il a également expliqué que la présidence de la conférence avait contribué à ce succès en faisant circuler des propositions qui ont été élaborées de manière informelle pour parvenir à un consensus. Il a déclaré que les décisions de la COP27 constituent un passage vers la neutralité et la résilience climatique, appelant à ce que ces décisions soient considérées non comme des mots sur du papier, mais comme des messages adressés aux générations futures afin de mettre en œuvre l'accord de Paris.
Monsieur Amr Zouhiri, selon le président de la COP27, Sameh Choukri, ce qui a été réalisé durant la COP27 était une victoire historique puisque on a pu former ou bien constituer le fonds. Oui, sans doute. Je pourrais dire que c'est une victoire dans la défaite. Enfin, si on considère que l'ensemble des COP jusqu'à présent sont une défaite pour l'humanité, on peut considérer que c'est un premier but qui pourrait améliorer le résultat final, quoi, pour l'instant. Ce qui est très bien, parce qu'il n'y avait pas un cadre jusqu'alors qui pourrait encadrer cette idée de perte et de préjudice, et là-dedans il y aurait les deux principes de pollueur-payeur et l'autre principe de relativiser la participation par rapport aux dommages faits également. Mais sans doute il y a sur la planète des points prioritaires, on pourrait dire, tout ce qui concerne également ce qui se passe aux côtes nord, au sud, et l'effondrement de la glace également, de la neige, oui. Et la neige qui fait remonter le niveau des eaux et qui cause des inondations partout en Afrique, au Pakistan, des tsunamis même. Des villes, oui, des villes, etc. Donc, et cela était sans doute une des raisons d'être principale pour les COP. Donc, elle était déléguée, mais le fonds a été créé parce que dans le but également des COP, c'est d'avoir un mécanisme également d'anticipation pour les catastrophes naturelles qui pourraient se passer dans un pays ou un autre. Oui. Donc cela pourrait être également Inch'Allah, discuter dans un an à Dubaï, qui est sans doute pour la COP28, cela dans la continuité. Et on aimerait bien voir une participation plus intéressante de la part de la Chine, de l'Inde et d'autres grands pays. De la Russie, et sans doute la Russie également, le Brésil, etc. Nous étions très émus par la visite du président Lula, qui met l'accent également remet l'accent de nouveau sur la question de l'Amazonie, qui est primordiale pour l'humanité, et il serait dans la continuité, la version de la conférence qui tiendrait en Amérique latine, c'est dans cette même continuité. Ce qu'il faut avoir dans le futur, c'est il faut avoir des tentatives de rassemblement de deux côtés. Il ne faut ni être un radical au niveau de l'économie de marché et de la logique de l'exploitation de la terre pour en faire des bénéfices, et l'autre logique qui également pourrait être en quelque sorte écologiquement très radicale, etc. Donc il faut trouver des moyens de discussion et de dialogue entre toutes les parties, puisque ce dossier nous concerne tous sur la planète aujourd'hui. On vient donc, comme on l'avait déjà dit, à dépasser les 8 milliards d'habitants sur Terre. Donc l'avenir de toute cette population serait, la responsabilité des responsables étatiques et les ONG, les associations non gouvernementales, pas uniquement ce qui est étatique, c'est la question de la population et des peuples. Parce que ces deux acteurs, avec la société civile, etc., doivent y travailler pour
rendre préjudice de vrai au peuple autochtone également en priorité parce que les génocides qui n'ont jamais été reconnus dans l'histoire de l'humanité, et notamment dans les Amériques, aux Amériques, c'est inacceptable jusqu'à alors et pour pouvoir avancer dans l'avenir, il faut demander pardon et s'excuser des fautes commises par les ancêtres ou autres, mais en même temps avoir un objectif clair pour rendre la vie sur Terre plus écologique et plus durable possible, à travers les énergies renouvelables et durables. Pour se faire pardonner par la nature, déjà. Par la nature et par l'humanité entière et par les animaux qui souffrent d'extinction. Là, l'Égypte a présenté la ville de Sharm el-Sheikh comme un exemple des villes vertes, alors avec un modèle non seulement pour les pays africains, mais peut-être pour tout le monde, comment doit être une ville, ou bien les pays et toute la planète. Comment transférer ce modèle déjà en Égypte, partout, et dans les pays africains. Oui, c'est important de mettre l'accent sur ce modèle. Déjà, créer une ville à taille humaine, c'est quelque chose de très important. De respecter la nature et le cadre d'habitation où les individus vivent, c'est également autre chose de très importante. Et également fournir les moyens ou donner accessibilité aux moyens de transport écologique pour l'ensemble de la population, c'est un pas dans ce sens. Parce que sans doute, l'usage d'un récipient d'eau qui n'est pas du plastique est meilleur de produire le plastique puis essayer de le recycler. Le recyclage, c'est quelque chose d'important et bénéfique pour l'humanité à notre état actuel, mais l'éviter de mieux en mieux, de plus en plus, ce serait plus bénéfique. Notamment, il y a des cadres d'usage du plastique qui rendent la vie, par exemple maritime, très difficile dans les océans, et parce que les poissons, et dans la pisciculture, ils ne peuvent pas faire la distinction entre ce qu'ils mangent. Donc ça crée beaucoup de problèmes, par exemple. Donc, et sans doute, le vecteur et le facteur ou le sujet le plus important, c'est l'être humain, donc la responsabilisation de la population à travers l'éducation et l'amélioration de la santé, c'est quelque chose de primordial pour réussir les objectifs tous les cadres consécutifs qu'on pourrait avoir dans le futur, de 2020, 2030, 2040 et ainsi de suite. Et voilà, c'est le cas de ce qu'on a réalisé. Et c'est un pas très en avant à ce niveau, et également le cadre financier qui pourrait financer tous ces beaux idées qui ont les jeunes et les moins jeunes et l'ensemble de l'humanité qui ces idées peuvent être financées par ce fonds et dans le but de créer cet équilibre pour retrouver une vie sereine et saine pour les êtres humains sur Terre. Et pour l'humanité. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Monsieur Amr El-Zoheri, vous êtes journaliste et chercheur. Je vous remercie. Tout ce qui concerne la COP27, vous avez présenté. Je vous remercie beaucoup. Et on se donne un rendez-vous demain à la même heure. Très, très bonne soirée. Au revoir.